Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur Les Républicains du Rhône, Étienne Blanc. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue. Vous avez devant vous ce rapport de plus de 600 pages que vous avez donc rendu public hier. Rapport dans lequel vous décrivez, Étienne Blanc, une France submergée par le narcotrafic. Narcotrafic dont l'emprise va grandissant, dont les moyens semblent sans limite et qui ne s'interdit plus rien. Je veux vous faire réagir à ce qui s'est passé hier, Étienne Blanc, cette attaque à la voiture bélier à l'arme de guerre d'un convoi cellulaire dans l'Eure pour libérer un détenu qui se trouve être un acteur du narcotrafic en France, Mohamed Amra, alias La Mouche. Cette affaire, Étienne Blanc, qu'est-ce qu'elle nous dit selon vous ? Elle est très révélatrice du dérapage que nous connaissons actuellement et de l'importance considérable des narcotrafiquants dans notre pays, de leur influence, et des actions d'une violence inouïe auxquelles ils se livrent régulièrement, des moyens illimités dont ils disposent. On a ce chiffre qui est édifiant. Le narcotrafic en France, c'est entre 3 et 6 milliards de chiffre d'affaires. Et le ministre des Finances... C'est plus une fourchette, c'est un râteau là quand même. Hein. C'est un râteau, c'est très très large. On comprend que c'est assez difficile de le mesurer. On peut quand même le mesurer aussi à travers des indices extérieurs, les quantités saisies. Aujourd'hui, une saisie de 5 tonnes, ça n'étonne plus. On est dans le golfe de Guinée, on a eu une saisie de 10 tonnes et demie. L'augmentation de la production en Amérique du Sud est là, l'augmentation des produits depuis l'Afrique du Nord et du cannabis est là aussi. Donc, on a l'impression que nous sommes totalement débordés. Et donc, les narcotrafiquants, aujourd'hui, ils peuvent financer, ils peuvent corrompre, ils peuvent acheter, ils peuvent blanchir. Et ils sont en train de constituer dans notre pays une espèce de place forte qui sera extrêmement difficile de détruire. Alors, dans le rapport, vous suggérez d'ailleurs que les gouvernements de tous bords ont ignoré le phénomène du trafic de drogue. Est-ce que vous diriez que cette guerre, aujourd'hui, cette guerre contre le narcotrafic, comme l'avait dit d'ailleurs cette juge d'instruction marseillaise, ça a été le temps fort de votre commission, parce que tout le monde en a parlé, elle avait dit cette guerre, elle est peut-être déjà perdue. Moi, je ne crois pas. La puissance publique, elle a des moyens extraordinaires. On a surtout des policiers qui sont engagés, qui sont extrêmement compétents. Il faut leur donner plus de moyens. C'est le narcotrafic pour lutter. L'écrivons très précisément dans notre rapport. Il faut utiliser des technologies nouvelles, modernes. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Un exemple que l'on trouve dans le rapport. On va rentrer dans un réseau de communication qui est un réseau crypté. On va réussir à lever tous les barrages. On va avoir des milliers de conversations. Oui. Pour les éplucher, pour les comprendre, pour aller à l'essentiel. Il faut des moyens nouveaux. C'est quoi ? C'est l'intelligence artificielle qui va reprendre des mots, qui va permettre de trouver les communications. Ouais, on va venir sur la question. Ça fait partie des préconisations que vous formulez. Mais alors, il y a des choses assez intéressantes. Je vous demanderai ce qui vous a peut-être le plus marqué lors de ces 6 mois de travaux, plus de 150 auditions. Mais vous avez révélé, moi ça m'a stupéfait, que l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, donc c'est quand même un des acteurs majeurs de la lutte anti-drogue en France, avait été le dernier à m'être mis au courant du lancement de l'opération PlaceNet XXL à Marseille. Avant de parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se passer quelques coups de fil, Étienne Blanc ? Non, mais c'est quand même incroyable. Oui, bien sûr. Il y a des problèmes d'organisation. Vous savez, c'est très typiquement français. Quand on a un problème, on crée une administration. Et ensuite, elle travaille en silo. Elle a de la peine à s'inscrire dans un projet d'ensemble. Elle a de la peine à coopérer. On l'a repéré avec le FAST, oui, c'est vrai. On a trouvé une circulaire du garde des Sceaux qui recommande à ses parquets de se rapprocher des préfets pour bien être informés des opérations PlaceNet. Ça veut dire que ça se fait pas naturellement. Et nous avons pourtant, je le redis, des agents qui sont engagés, qui sont extrêmement compétents. Donc une organisation nouvelle, des moyens nouveaux, et puis surtout des procédures adaptées. Et notamment toute la question des repentis, et la question des informateurs, qui est essentielle dans notre rapport. Alors ça, on va en parler, mais un instant encore sur PlaceNet. Vous êtes assez critique, Étienne Blanc, sur ces opérations d'envergure, ces opérations de pilonnage très spectaculaires avec force caméra en appui pour montrer que l'État fait des choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans PlaceNet, d'après vous ? PlaceNet, c'est une opération qui est une opération d'ordre public. Vous habitez dans une barre d'immeuble, vous avez en bas de chez vous un point de deal, c'est insupportable. Vous avez des allées et venues. Vous avez des risques aujourd'hui. Sur les points de deal, on utilise des armes, de violence. Et puis, c'est une gêne dans la vie quotidienne. Les enfants ne peuvent pas sortir jouer dans la rue. Il y a des gênes dans la mobilité, etc. Donc, elles ne sont pas inutiles, ces opérations. Mais elles n'ont du sens que si elles permettent aussi de remonter au haut du spectre et de remonter des filières. Et là, nous apercevons d'abord qu'on est très très mal renseignés.
Combien de procédures judiciaires ont été ouvertes après les opérations Place Nette et de Marseille ou d'ailleurs? Quel a été ensuite le sort réservé à ceux qui ont été traduits devant des juridictions? Alors, ces opérations qui sont un peu récentes, donc on n'a peut-être pas tous les moyens statistiques. Donc, c'est des opérations de tranquillité publique, mais pas de lutte antidrogue. C'est de la tranquillité publique et c'est pas de la destruction. Donc, on ne peut pas se contenter de cela. C'est pas inutile, hein, il faut le dire, mais ça n'est pas suffisant pour lutter contre le trafic. Je reviens un instant sur l'attaque du convoi hier, du convoi cellulaire, parce que je trouve qu'il y a deux éléments intéressants dans cette affaire qui peut-être nous éclairent sur la lutte antidrogue en France. Il y a le fait d'abord que ce Mohamed Amra, semble-t-il, c'est ce qu'a dit Laure Beccuot hier, la procureure de Paris, c'était un milieu de tableau de la voyoucratie. C'était pas un gros poisson. Et on a vu les moyens engagés, on avait l'impression que c'était Pablo Escobar qu'on venait libérer. Et puis il y a la question aussi, l'angle mort des informations qu'auraient pu avoir ceux qui sont venus le libérer. Et la question que ça pose derrière, qui a pu les informer? La question de la corruption que vous soulevez, vous d'ailleurs, dans votre rapport. Et bien sûr, c'est un sujet sur cette affaire. Oui. Et il faut être prudent. La procédure aujourd'hui et l'enquête est en cours, donc, mais elle sera très intéressante. Parce que lorsque l'on quitte une prison, il faut connaître l'heure, le véhicule, le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, comment sont-elles armées, il faut connaître très précisément l'itinéraire. Et il y a une préparation, et cette préparation, elle laisse entendre qu'il y a une entreprise, qu'il y a une organisation qui est extrêmement puissante. Eh bien, dans notre rapport, nous le disons sur le narcotrafic. Il y a une professionnalisation du narcotrafic et il y a une organisation qui est une organisation entrepreneuriale. C'est quoi une entreprise de narcotrafic? C'est un client, c'est le consommateur. Il y en a beaucoup trop en France. Et c'est ensuite un propriétaire de l'entreprise. Et ce propriétaire, il va organiser toute une chaîne pour alimenter le client. Alors parfois, il le fait directement, avec des agents qu'il recrute. Parfois, il sous-traite. Et dans l'affaire à laquelle vous faites référence, il faudra regarder ça de manière extrêmement précise. Est-ce qu'il y a de la sous-traitance? Quel réseau? À qui on a confié telle ou telle tâche? Tout ça dans un dispositif qui exige des renseignements extrêmement précis. C'est d'une complexité inouïe. Et nous le disons là aussi de manière très précise. La police doit se professionnaliser. Je ne sais plus le petit trafiquant de quartier. Voilà. Elle a besoin de moyens. La police n'est pas au niveau. Elle est au niveau. Mais elle a besoin de moyens supplémentaires. Et elle a surtout aussi besoin de moyens juridiques pour aller plus loin. Mais on a des policiers exceptionnels. Quand ils nous parlent et quand ils nous expliquent les actions qu'ils mènent, on voit bien qu'ils sont au niveau. Et ils vous disent aujourd'hui, ils le crient d'ailleurs, magistrats aussi. Ils disent, attendez, le phénomène prend de telle ampleur, méfiez-vous. Merci Étienne Blanc d'être venu au micro d'Europe 1. Donc 35 recommandations pour la lutte antidrogue dans ce rapport de plus de 600 pages, donc qui est consultable, que l'on peut lire. On y apprend des choses absolument effarantes, mais finalement pas si nouvelles que ça. Mais merci d'être venu nous en parler. Étienne Blanc sur le micro d'Europe 1. Bonne journée à vous.